L'art de presque savoir, aujourd'hui presque une conférence, le chef-d'œuvre ultime. Allez, c'est parti pour notre dernière étape au pays du chef-d'œuvre. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la dernière œuvre des artistes. Souvent, la dernière œuvre reste inconnue, faute de chronologie, ou parce que les créations sont simultanées. Mais certains artistes décident de laisser une œuvre testament, qu'elle soit la dernière ou pas. Ce sont ces œuvres-là que nous allons regarder ensemble. Nous connaissons la dernière œuvre de Georges Seurat parce qu'il disparaît brutalement à l'âge de 31 ans d'une angine infectieuse, entraînant son fils dans la mort. Il laisse derrière lui des centaines de dessins et d'aquarelles et une soixantaine de toiles, dont certaines monumentales avaient fait parler d'elle dans tous les ateliers. Notamment le dimanche après-midi à la Grande Jatte, événement de la 8e exposition dite aujourd'hui impressionniste et qui va mettre sur le devant de la scène une nouvelle génération, les néo-impressionnistes. La Grande Jatte fait l'événement dans les ateliers. Camille Pissarro, Signac vont adhérer d'emblée à la nouvelle esthétique. Georges sera devenu presque malgré lui le chef de file du mouvement néo-impressionniste. Le cirque est l'œuvre testament de Georges Seurat. Il compte parmi les 6 toiles de lutte réalisées au cours de la brève existence de l'artiste. Les impressionnistes essaient de reproduire au mieux les effets de lumière sur le paysage, alors que les néo-impressionnistes essaient grâce à la science de restituer la lumière en laissant nos yeux faire le travail. Pas besoin de trop de couleurs, seulement les 3 primaires suffiront. Le cirque est un manifeste dans le sens où il donne à voir cette théorie du néo-impressionnisme en utilisant seulement les 3 primaires et de la réserve pour le blanc. Il fallut une vingtaine d'années pour découvrir les œuvres de Seurat, dispersées par son père et son frère, refusées par le Louvre au moment de la donation proposée par sa mère. C'est en 1905 qu'une rétrospective de 47 de ses œuvres est organisée, la même année où va naître le fauvisme. L'histoire et l'historiographie diffèrent par moments. En effet, on a été très longtemps à reconnaître que le dernier tableau de Van Gogh était en fait Les Racines. Le tableau est peint le 27 juillet 1890, alors que dans l'après-midi, Van Gogh se tira un coup de revolver dans le cœur. Longtemps, on va lui préférer ce tableau, qui correspond mieux à l'histoire de Van Gogh, dépressif, bipolaire, qui va se suicider quelques jours plus tard. C'est le deuxième mari de Jo, héritière de Van Gogh, épouse de son défunt frère Theo, propriétaire officiel des œuvres du peintre, qui lancera cette idée au début du XXe siècle. Il faut dire que le tableau prend alors de la valeur s'il est le dernier tableau peint par Van Gogh. Et si vous voulez presque tout savoir sur les dernières semaines de la vie de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, cliquez là-haut. Les racines ont été localisées très récemment sur le chemin qui mène Van Gogh au plateau où il peint. Elles correspondent bien à la démarche entamée par Van Gogh lors de ses dernières semaines à Auvers-sur-Oise, la recherche d'une peinture plus décorative. Mais là encore, on peut se poser une question, puisqu'il reste des œuvres inachevées dans l'atelier. Peut-on considérer les racines comme étant la dernière œuvre ou seulement la dernière œuvre achevée de Van Gogh? Nous connaissons aussi l'ultime tableau de Nicolas de Staël qui va se donner la mort en 1955. Son œuvre tient une quinzaine d'années, durant lesquelles son travail se renouvelle constamment. Sorte de figure héroïque qui va peindre 1100 œuvres pour autant de dessins au cours de cette brève carrière. Avec Nicolas de Staël, nous sommes dans le contexte de la naissance de l'abstraction en France et de la dispute entre figuration et abstraction. À la fin de sa vie, quittant femme et enfant, il décide de s'installer à Antibes pour se rapprocher d'une femme qu'il aime. Là, il reviendra vers la figuration, ce qui lui sera beaucoup reproché par les milieux critiques du XXe siècle. En mars 1855, Nicolas de Staël fait un dernier voyage à Paris, assiste à un certain nombre de concerts, voit ses amis et fait une très longue promenade avec son beau-fils Antoine Tudal dans les rues de Paris la nuit. Et là, il lui confie: Tu sais, je ne sais pas si je vais vivre longtemps, je crois que j'ai assez peint, je suis arrivé à ce que je voulais, les gosses sont à l'abri du besoin, il y a Ménherbe. Quelques jours plus tard, il se jette de la terrasse de son atelier, laissant derrière lui cette toile où il avait couché ses impressions musicales suite au concert. La toile est énorme, elle fait 6 mètres, et il peint sans relâche le 12 et le 13 mars. Sur la scène, un rideau rouge, un piano noir, une contrebasse à droite, et des pupitres et des partitions au centre. C'est tout un orchestre que l'on devine. 3 jours plus tard, il se donne la mort. Nicolas de Staël, à ce moment-là, est quasiment inconnu du grand public. Il n'est connu que dans les cercles restreints du monde de l'art contemporain.
Mais rapidement ce suicide va l'inscrire dans la continuité des histoires terribles des peintres maudits et va faire de lui un artiste héroïque. On connaît aussi la dernière œuvre de Puccini, ce dernier écrit Turandot lorsqu'il meurt d'un cancer de la gorge en 1924. Bien sûr, on peut se demander s'il savait au moment où il entamait l'écriture que ce serait sa dernière œuvre, mais le travail fut long et malgré le choix de sa famille de lui cacher la gravité de sa maladie, Puccini prit peu à peu conscience que cette œuvre serait sans doute la dernière. D'où cette lettre. Pauvre de moi, ils disent ici que j'en ai pour 6 semaines. Et Turandot. Puccini est décédé le 29 novembre 1924 à Bruxelles, où il recevait un traitement expérimental pour son cancer. Ses funérailles ont eu lieu le 3 décembre à Milan, à l'église San Giuseppe, puis ses restes sont retournés dans sa villa de Torre del Lago. Ça n'est que quelques mois plus tard que Turandot fut joué. C'est à la Scala le 25 avril 1926 que finalement pour la première fois on put entendre le Turandot sous la baguette du chef Toscanini, ami de Puccini. Parvenu à la fin du livret, pose sa baguette et se tourne vers le public de la Scala. Ici s'achève l'opéra du maestro. Il en était là quand il est mort. Et le rideau tomba. La créatrice du rôle, Rosa Raissa, y laissa une partie de sa voix. La mort, cette fois, fut plus forte que l'art, dira Toscanini. Le matin de sa mort, en 1919, Renoir peint encore. Il peint alors une nature morte. Mais ce ne sera pas ce tableau qu'il choisira comme dernier testament de son travail. Renoir, c'est lui que vous voyez ici au milieu du groupe des Batignolles, la nouvelle génération d'artistes qu'on appellera plus tard les impressionnistes. C'est d'ailleurs lui qui produit l'œuvre qui, à l'exposition de 1877, passe, pour les critiques, pour être l'essence même de l'impressionnisme, le bal au Moulin de la Galette. Mais en 1883, avant même la dernière exposition, il décide de retourner à l'art des musées. À la fin de sa vie, Renoir est un homme malade, cloué sur un fauteuil roulant, ayant beaucoup de mal à ouvrir sa main et à bouger son bras. Il est aidé ici de son fils Claude et filmé par Sacha Guitry. Cela ne l'empêche pas de continuer à travailler avec des aménagements comme un chevalet déroulant qui lui permet de mettre la toile au niveau de sa main. Le tableau qu'il choisira comme testament, ce sont les Baigneuses, auxquelles il va consacrer plusieurs années de sa vie, selon le peintre Matisse, qui est un proche du maître à l'époque. Ce tableau sera posé par l'ami de son fils, qui deviendra aussi la muse d'un autre créateur de génie, le cinéaste Jean Renoir. Renoir ne signe pas sa toile, il n'en a plus besoin. Un chapeau fera l'affaire, lui qui en a peint tellement, qui en a dessiné et qui en a même créé, à tel point que le marchand du ruelle lui demande d'arrêter, car il avait très peur que le chapeau ne se démode avant que Renoir ait eu le temps de vendre son tableau. En totale opposition avec sa situation, Renoir déclare: « Pour moi, un tableau doit être une jolie chose, une chose aimable, joyeuse et jolie. Il y a assez de choses embêtantes dans la vie pour que nous n'en fabriquions pas encore d'autres. » Suivant le désir de Renoir, le tableau sera légué par ses fils au musée du Louvre, qui dans un premier temps le refuse. Les fils de Renoir retirent donc leur offre avant de voir le Louvre changer d'avis. Lorsque Gaudi se lance dans ce qui sera finalement sa dernière œuvre, il a 31 ans et finalement presque toute sa vie devant lui. Il pense que 10 ans de travail lui suffiront. Il se trompe. Gaudi, c'est cet architecte de la couleur qui a tant marqué la Barcelone des touristes. S'il avait reçu de précieuses commandes, en 1910, il se retrouve plus ou moins sans commanditaire. Il pourra donc se consacrer à son œuvre d'art totale, la Sagrada Familia, qui deviendra à partir de 1910 son seul et unique travail. La volonté de l'architecte, c'est de faire une œuvre d'art totale, et pour lui, seule l'architecture peut permettre la synthèse et l'intégration de tous les arts. Il en aura l'occasion lorsqu'en 1883, on lui demande de reprendre le chantier d'une église que l'architecte Villard vient d'abandonner. Lorsque Joachim peint ce tableau, voilà 15 ans que Gaudi se consacre à son église. On la voit encore sous forme embryonnaire. L'endroit choisi pour la construire était vide en 1883. C'était un quartier délaissé et où la misère règne encore en 1898. En 1918, il s'installe sur le chantier et commence à y vivre. Il devient un personnage mythique passant de l'excentrique au génie et à l'architecte de Dieu.
Il veut construire l'édifice le plus haut de toute la ville, culminant à près de 173 mètres et pouvant accueillir 14 000 personnes. Comprenant finalement qu'il n'y arrivera pas de son vivant, il décide de construire une façade en entier. La nef est achevée en 2008 et la fin de la construction est désormais proche. La fin de Gaudi est accidentelle et tragique. Il est renversé par un tramway le 7 juin 1926 et meurt 3 jours plus tard. Si ce décès suscite une grande émotion à Barcelone, il n'empêche que l'église est pratiquement oubliée dans les années qui suivent. La guerre espagnole, l'incendie de l'atelier de Gaudi n'aideront pas. Il faudra attendre les surréalistes pour braquer à nouveau le projecteur sur cette œuvre incroyable. Gaudi, lui, repose dans son église. Lorsqu'il réalise sa dernière œuvre, Émile Gallé se sait condamné. Il trouve malgré tout l'énergie de produire jusqu'au dernier souffle. La main aux algues sera donc son dernier travail. Une main sortant des ondes et portant des coquillages comme bijoux et comme bagues. Né en Lorraine, Gallé découvre la mer en 1870, alors qu'il est engagé volontaire à Toulon. Il a 24 ans. Il sera émerveillé et le restera pour toujours. Il faut dire qu'il n'est pas le seul à l'époque. Le 19e siècle est aussi l'invention de l'océanographie. Jules Verne s'empare du thème dans 20 milieux sous les mers. Gallé pense que les mondes sous-marins peuvent donner des modèles aux artistes. Il connaît aussi Darwin et possède un exemplaire de la nature artiste par Haeckel. Haeckel, darwiniste allemand, pense que la nature est elle-même artiste. Les formes qu'il dessinera inspireront notamment Binet pour la création de l'entrée principale de l'exposition universelle de 1900. Ces mêmes formes se retrouveront dans l'art décoratif, par exemple au musée océanographique de Monaco, où les lustres deviennent des méduses inspirées des dessins d'Haeckel. L'approche naturaliste de celui qui lisait Darwin et Haeckel est combinée ici avec différents symboles allant de la main dans l'art hindou, en passant par les reliquaires médiévaux. Le thème de la main est aussi l'une des obsessions à l'époque de Rodin. La main de Dieu créant, protégeant, punissant. Mais cette main, élégante, pourrait être celle d'une femme, une Aphrodite qui sort des eaux. Et puis la main, c'est surtout l'outil de l'artiste qui réalise ici la dernière de ses œuvres. Braque, celui qu'on appelle le patron, a considérablement réduit son travail à partir de 1959. Il est atteint d'une maladie chronique. Quand il meurt, en 1963, il laisse derrière lui un dernier grand tableau terminé, son testament. Braque avait été l'inventeur du cubisme. C'est lui qui, en réinterprétant Cézanne, avait géométrisé ces petites maisons, faisant dire à Matisse que tout cela ressemblait à des petits cubes. Aventure qu'il partagera un temps avec Picasso, lui donnant le statut de patron des artistes français. La fin de sa vie est dominée par le thème des oiseaux, qu'il peindra d'ailleurs sur le plafond du musée du Louvre, ce qui lui vaudra un hommage national au moment de sa mort dans la cour carrée du Louvre. Ce sont peut-être ces mêmes oiseaux qui se rappellent à lui pour sa dernière œuvre, inspirée du soi-disant dernier tableau de Van Gogh. Sa dernière œuvre, La Cercleuse, achevée en 1963, semble être un gros insecte écrasé sur un champ. La terre est parcourue de larges touches qui simulent le creusement des sillons et le vol des oiseaux, qui nous rappellent le tableau de Van Gogh. Le ciel est lourd, sombre, éclairé seulement d'un petit nuage blanc. Le peintre américain Hopper est très exactement contemporain de Braque. Il va laisser derrière lui des images iconiques de l'Amérique. Celle des grands espaces et de la route, celle des maisons du Carpenter Style, qui inspirent des films d'horreur célèbres, celle d'une Amérique de cartes postales et de posters. Puis Hopper, c'est aussi l'auteur d'une des œuvres les plus célèbres au monde et les plus parodiées du monde. En 1963, Hopper a 80 ans. Celui qui peignait habituellement 2 tableaux par an va accélérer sa production, comme s'il savait qu'il n'avait plus le temps de s'exprimer. Les 2 comédiens seront son dernier tableau en 1966. Hopper et sa femme viennent saluer leur public. Hommage à Watteau en souvenir de ses années de formation à Paris. Hommage à Joe, son modèle, sa muse, son épouse et souvent son punching ball.
Lui qui avait souvent peint l'Amérique comme une scène de théâtre et qui avait fait de ses tableaux une scène de théâtre, nous montre ici une Amérique comme un décor de rêve, mais surtout un monde sans vie ni profondeur. L'adieu d'un artiste qui se sent vieux et malade. Il lui reste 2 ans à vivre, il ne peindra plus de tableaux. C'était l'art de presque savoir, presque une conférence, et pour la fin de l'histoire, vous avez rendez-vous avec Art et Savoir Conférence. Toutes nos prestations en description de la chaîne. Et bien évidemment, toutes nos vidéos sont disponibles. À bientôt!